On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Quand elle était petite, Anna a soudain eu des tocs inexpliqués. Sa grand-mère décide de l'emmener voir sa voisine, une femme qui pourrait potentiellement la protéger du mauvais œil. Ce jour-là, elle va en fait lui révéler un lourd secret de famille. Cette histoire s'intitule La malédiction. Juste après mes 6 ans, en l'an 2000, avec ma famille, on habite en France, mes parents, mes sœurs et moi, mais le reste de ma famille est en Serbie. À ce moment-là, c'est encore la guerre, c'est très tendu dans les Balkans, c'est juste dans l'après-guerre. Et du côté de ma mère, sa famille est au Kosovo. En 99, la guerre s'est intensifiée et il y a eu vraiment des descentes en fait où le camp adverse venait et ils allaient de maison en maison, ils égorgeaient les gens, ils violaient les femmes, c'était vraiment l'enfer. Et avec ma famille en France, on vivait quand même dans un contexte assez tendu puisqu'on attendait des nouvelles. Et un jour, on a ce fameux appel où on apprend que y a une descente dans le village de ma mère et que forcément ma famille n'a pas le choix, ils doivent s'enfuir. C'est la panique, on est à 2000 km, on ne peut pas les aider. Ma mère propose à ce moment-là à ma famille de venir vivre chez nous en Serbie. Donc c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus sécurisé, c'est pas une zone de guerre là où on est, donc tout est censé se passer au mieux. Un an après, en l'an 2000, ma famille, ça fait déjà, pas un an entièrement, mais peut-être 8 bons mois qui sont en sécurité et que tout se passe bien. Et nous, en France, on vivait à 5, c'était pas forcément des conditions idéales de vie. Mes parents sont venus dans les France dans les années 80, donc c'était encore les débuts pour eux, l'installation en fait à l'étranger. Et en mai 2000, le 27 mai 2000 exactement, on nous apprend que ma grand-mère est décédée. C'est une grand-mère, elle a un certain âge, jusque-là il y a rien de choquant. Et mes parents décident d'aller en Serbie pour l'enterrement de ma grand-mère. Seulement, une fois ma grand-mère enterrée, le jour même ou le lendemain, 3 jours après la mort de ma grand-mère, grosso modo, ma cousine qui a fui la guerre donc du Kosovo, qui est venue s'installer en Serbie, fait un accident de la route, un accident vraiment complètement stupide. On se dit mais c'est pas possible, ça n'arriverait jamais dans la vraie vie. Bah si. En fait, elle était montée sur un petit tracteur pour aller faire à peine 2-3 km et la remorque s'est détachée. Donc voilà, et à l'âge de 18 ans, donc elle est décédée sur le coup. Ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer dans ma famille. Ça a lancé vraiment une ombre noire, quelque chose de très pesant. Premier décès comme ça, catastrophique, dramatique, juste après la guerre. Tu réussis à t'enfuir, fuir la guerre, fuir les couteaux et les fusils, et les mitraillettes pour arriver et mourir dans un accident. Et là, ça a commencé à être vraiment très, très angoissant. Et c'est là vraiment la première fois dans ma vie où j'ai senti l'angoisse et quelque chose d'obscur. Tu vois tout le monde autour de toi qui est triste, mais tu comprends pas forcément. Là où ça commence à être étrange, c'est qu'au moment où ma cousine est décédée, pratiquement tout le monde dans la famille a ressenti quelque chose. La mère de ma cousine, au moment où sa fille est morte, alors qu'elle était à 150 km d'elle, alors qu'elle était en train de faire à manger, elle a fait un malaise. Ma tante, donc la tante de ma cousine, elle a entendu des cloches sonner alors qu'il n'y avait pas d'église, rien, et elle a senti une odeur d'encens. C'est un encens qu'on utilise dans les églises serbes quand il y a un enterrement. Et ma sœur qui rêve de ma grand-mère qui tient une bougie dans la main et tout le monde qui la suit derrière et qui marche. Moi-même, je me rappelle qu'à ce moment-là, je voyais des ombres qui passaient. Ça m'a fait peur. Sur le coup, je vois quelque chose qui passe dans le salon, mais c'est pas... je me suis dit, bon, j'ai rêvé, une poussière dans l'œil. J'ai rationalisé. J'étais petite, mais j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai même pas ressenti le besoin d'en parler, en fait.
Là, on pensait que vraiment l'enfer s'arrêtait là, parce que bon, une grand-mère qui décède, c'est difficile, mais une jeune fille de 18 ans, c'est l'enfer. Et on apprend que mon cousin a disparu. Donc il n'y a rien à voir avec la guerre. Par contre, là, lui, il habitait en Serbie depuis toujours, et ce même cousin disparaît. Donc il y a quelques recherches qui sont faites pendant 3 jours, il y a des battues. On va chercher dans la forêt, on va chercher dans des puits, on ne sait jamais, peut-être qu'il est tombé. Et finalement, 3 jours après sa disparition, il y a un pêcheur au bord du lac voit un corps qui apparaît dans l'eau. Et quand il regarde, il voit que c'est un jeune homme qui a été jeté dans l'eau. Donc avec ma famille, mes parents vont l'identifier. Effectivement, c'est mon cousin, mais qui avait passé 3 jours dans l'eau, donc presque méconnaissable. Et il s'avère que il s'est pas noyé. On lui a cassé le bras et la nuque, et on l'a jeté mort dans le lac. Il y a eu énormément d'hypothèses, il y a eu un type qui était très louche, qu'on a supposé être l'assassin, il y a eu des histoires de revanche entre jeunes, on ne saura pas. On n'a jamais su et maintenant on ne saura pas, je pense. Ça fait trop longtemps, la police s'est pas du tout intéressée à l'affaire, voilà. Moi, je comprenais vraiment rien, là. Ça faisait 1 mois et demi que on était tout le temps au cimetière, tout le monde était habillé en noir. En plus, en Serbie, quand il y a un décès, t'as pas le droit d'écouter de musique pendant 1 an, au moins. Partout où on allait, c'était pour des enterrements, quoi, que ce soit du côté de ma mère, du côté de mon père. À l'âge de 6 ans, je me suis vraiment remplie de ces images assez obscures. C'est une sensation d'incompréhension, d'angoisse et vraiment de danger, en fait. Tu sens vraiment quelque chose de pesant. Et puis toi, t'es enfant et tu vois les adultes qui vont pas bien et tu récupères toutes ces émotions. Tu sens vraiment toutes les émotions des gens sans pouvoir les analyser. C'est vraiment un moment où je me suis remplie à la fois de choses négatives, effrayantes et en même temps de douleurs humaines. Enfin, je sais pas. Et en tout cas, c'est une émotion, une expérience qui m'a marquée. Vraiment, ce sentiment-là de tragédie, de choses qui s'abattent sur ta famille, c'est resté, quoi. C'est resté très longtemps. 15 ans après, j'apprends que dans le village en question, là où mon cousin a été assassiné, il y a une sorte de prophète de village, des gens qui ont des visions, qui voient des choses, un peu des médiums, je sais pas exactement quel est son titre, qui a dit que sur ma famille, il y aurait une malédiction qui allait s'abattre à partir de l'an 2000. Et qu'à partir de l'an 2000, absolument tous les membres de la famille allaient toucher et décéder un par un. Ma grand-mère est morte le 27 mai 2000. Ma cousine le 1er juin 2000 et mon cousin c'était mi-juillet 2000. Et je suis sûre et certaine qu'au moment où on m'a dit ça, je suis sûre et certaine que mes parents étaient là. J'en suis certaine, j'en mets ma main à couper. Alors je sais plus qui me l'a dit, ça doit être une tante, une cousine, quelqu'un du village qui me l'a dit. J'en parle à mes grandes sœurs. Je me dis si moi je le sais, elles le savent. Et là, elles me regardent d'un air de dire mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je lui dis mais comment ça, vous en avez jamais entendu parler? Elles me disent bah non, jamais. Je me dis ok, je passe pour peut-être une menteuse ou je sais pas. Et un jour, alors qu'on était en famille, il y avait mes parents, mes sœurs. Une de mes sœurs demande à mes parents, vous en avez déjà entendu parler, vous, de cette histoire de malédiction? Et là, mes 2 parents qui se regardent, de quoi tu parles? Ma sœur qui leur explique un peu, ils disent bah non, jamais entendu parler, c'est quoi cette histoire? Et là, je regarde mes parents, je leur dis mais si, mais vous étiez là, il y a quelqu'un qui nous a dit. Et ma mère qui dit oh mais ça doit être des racontards de village, des potins, moi j'y crois pas, n'importe quoi, c'est pas vrai, machin, patati, patata. Et donc voilà, donc il y a cette histoire de malédiction et apparemment je suis la seule de la famille à en avoir entendu parler. Et pourtant je suis catégorique, je n'en ai pas rêvé et je vais pas inventer ça. J'aurais préféré l'avoir inventé, à la rigueur. Je me suis demandé en fait qui pouvait jeter une malédiction et pourquoi. Donc du coup après bien évidemment j'ai creusé, j'ai cherché, j'ai quelques hypothèses mais bon j'ai pas de preuves. Ça a touché ma famille, les membres de la famille qui sont décédés, mais du côté de ma famille, mon père, c'est le seul qui est vivant de ses 7 frères. Mes oncles ils sont tous morts à l'âge de 50 ans, il y en a un qui a dit je vais mourir, je le sens, 2 semaines après il était mort, il y en a un qui m'a dit il y a 2 étés faisons une photo, ma nièce je vais pas te revoir de sitôt. Il est mort l'été d'après. J'ai un autre oncle pareil, il était en dialyse, il est décédé. Après l'an 2000, 2 ans après, ma tante, la mère de mon cousin qui a été tué, meurt. Juste après mon grand-père qui décède en 2003. Juste après mon oncle. Après, c'était tous les 2 ans, grosso modo. Et du coup, ma famille du côté de mon père, alors que c'était vraiment une famille nombreuse, chaque été on y allait et c'était les 10 petits nègres. Il y en avait un de moins. Quand je regarde des photos de famille de 99, sur une photo où on est 7, il en reste plus que 2. Mon père, par exemple, il y a un jour dans l'année où il ne peut pas travailler, il ne doit rien faire parce que toutes les années, il lui arrive un malheur ce jour-là. En travaillant, il s'est pris une bâche dans la tête, ça lui a ouvert le crâne. Une autre fois, il a fait un accident de voiture. Une autre fois ceci, une autre fois cela. À chaque fois, le 9 août, il lui arrive quelque chose. Donc du coup, le 9 août, il reste sur le canapé, il évite de sortir, il évite de prendre la voiture. À ce moment-là, j'ai développé cette espèce de sentiment de la menace, de quelque chose de pas bien qui va arriver, de quelque chose de difficile.
en 2014. Je décide de retourner en Serbie, comme chaque année, mais sauf que là, j'y allais au printemps, pas en été. J'avais vraiment besoin de me couper et de m'éloigner de mes parents. Ça allait très très mal. Je voulais vraiment avoir un moment pour moi. Sauf qu'en arrivant là-bas, je tiens mon téléphone dans la main. Et là, t'as mon téléphone qui baisse la musique tout seul, qui change de musique tout seul. C'était horrible. Je commence, je me dis, ok, ça commence bien. J'arrive en Serbie, j'arrive chez moi. Et donc, je décide le lendemain d'aller faire un petit tour en ville. Et donc, je me promène et je tombe sur une de mes meilleures amies qui sortait du travail. Elle me propose qu'on aille se balader, on se pose à côté de l'église sur l'herbe, elle me pose des questions sur ma vie, on discute. Et ensuite, on décide d'aller manger un bout, donc on se pose. J'arrive pas à manger, j'arrive pas à boire non plus. On avait commandé une bière, mais j'arrivais pas à boire, j'arrivais pas à manger. Je me dis, bon, je me sens pas bien, je vais rentrer. Ce jour-là, il faisait 38 degrés, quelque chose comme ça. Mais bon, en Serbie, 38, c'est comme 30 en France, c'est pas énorme. Avec cette amie, on continue de marcher et on arrive là où elle habite. Et moi, il faut que je continue pour rentrer chez moi. Elle me propose d'aller chez elle. Je lui dis non, je suis trop fatiguée, ça va pas être possible. J'ai continué ma route et sur le chemin, j'ai ma voisine, donc la maison à côté de la mienne, qui me dit Anna, s'il te plaît, j'ai plus d'eau pour mon bébé. Est-ce que tu peux aller m'en acheter ? Elle me dit quelle eau ? Je dis ok, pas de souci. Je rentre dans un petit, tu sais que c'est un petit shop quoi, comme les petits markets tout petits quoi. Et je vois des sucreries, des conneries, je prends et j'oublie de prendre l'eau. Donc je sors et c'est pas grave, il y avait un deuxième magasin, je continue ma route et je vais direction le deuxième magasin pour reprendre de l'eau. Et c'est là que ça commence vraiment à être bizarre, c'est que quand je marche, petit à petit, autour de moi, les couleurs elles disparaissent. Il y a que du noir et du blanc et le ciel, c'est comme s'il était à 2 cm au-dessus de ma tête. Vraiment, c'est hop, tout le paysage se transforme. Et là, je croise un homme et une femme, je sais même pas s'ils existent vraiment, qui me disent « Oh, ça va, tes parents vont bien, ça fait longtemps ?» Je lui dis « Oui, moi je sais pas qui c'est, cet homme et cette femme. » Et je dis « Oui, mes parents ils sont en France, etc. » Et je continue ma route. Arrivé au deuxième café, j'entre pour prendre l'eau. Et je me dis « Bon, quelle eau elle voulait ?» Je sors mon téléphone, j'ai plus de batterie, c'est éteint, je sais plus quelle eau elle voulait. Donc je prends 3 bouteilles. Je prends une de telle marque, une de telle marque, une de telle marque. Je me dis voilà, c'est comme ça, il y en aura au moins une qui sera bonne. Donc je mets ces 3 bouteilles dans un sac. Et ensuite, j'arrive dans ma rue. Il faut savoir que ma rue et la rue où habite cette femme sont parallèles, mais que nos maisons sont collées. En fait, tu passes de mon jardin dans le sien. Moi, je suis en bas de la rue qui est à droite, elle est en bas de la rue qui est à gauche, donc il y a juste une clôture qui nous sépare. Mais je décide de prendre sa route, pas de passer par mon jardin, mais de passer directement par sa route. Je me suis dit, je vais pas tenir longtemps, je vais m'effondrer, mais il faut au moins que j'apporte l'eau pour le petit, quoi. Et donc je marche, et là je me dis, je vais juste toquer à la porte, donner l'eau et partir. Et rentrer chez moi, j'avais juste 5 mètres à faire, un jardin à traverser, et hop, j'étais chez moi. À côté de nos maisons, il y a une espèce de champ qui est pas entretenu, et dans ce champ, il y avait alors je sais pas comment on dit en français, c'est de l'ambroise. L'ambroise, c'est une plante qui te prend, qui coupe ta respiration. Et moi, je suis très allergique, pollen, tout ça, je sens vraiment tout. Et donc ce champ-là, il me coupait la respiration. Elles faisaient 1 mètre de haut, les plantes. Et personne s'en était occupé, ça avait poussé, mais vraiment tout autour. Donc j'arrive à côté, ça me prend aux voies respiratoires, je sens que j'ai du mal à respirer. Et au moment où je veux donner l'eau, je toque, le sac se craque. Et là, les 3 bouteilles elles tombent. Donc je suis là en train de ramasser mes bouteilles. C'est la belle-mère de cette voisine qui m'ouvre. Elle me dit, vas-y, rentre. Et tout. Je monte. Elle part s'occuper du bébé. Je vais dans le salon. Je m'assois avec ces grands canapés d'angle. Et là, je vois que même assise, je me sens pas bien. Donc du coup, je me mets un peu en PLS, tu vois, sur le côté, comme ça, allongée. Et je m'endors. Et quand je me réveille, c'est le lendemain. Je suis dans ma chambre et il y a mes 2 sœurs à côté en train de pleurer à côté de mon lit. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Et là, j'arrive pas à respirer. Je demande de ce qu'on me donne des mouchoirs et je commence à recracher vraiment tout ce que j'avais dans les poumons. Et là, je recommence à respirer, mais j'ai plus de voix, j'arrive plus à parler. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Et je vois mes sœurs paniquer, pas bien. Et du coup, je remonte le fil, on m'explique petit à petit. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au moment où je me suis allongée, j'ai perdu conscience. Et quand ma voisine est revenue avec le bébé dans les bras, elle pensait que je dormais. Donc elle m'a dit, Anna, réveille-toi. Je me réveille pas. Elle me pousse un peu, elle voit que je bouge pas. Elle me dit, réveille-toi. Elle commence à paniquer. Et là, je me lève, mais inconsciente. Et je réponds pas. Et là, elle commence à s'approcher de moi. Et là, apparemment, je la repousse, je lui mets un coup de pied. Je la laisse pas me toucher, en fait. Et là, en fait, c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus peur, c'est que son mari a dit qu'en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à parler avec des voix étranges, qui n'étaient pas les miennes. Elle a dit, tu émettais des voix bizarres. Des voix chaudes, ça veut dire étranges, bizarres. Ouais. Donc en gros, je parlais, c'était pas mes voix, quoi. C'était pas ma voix, c'était pas moi, j'étais pas consciente, je m'en serais jamais prise à elle physiquement. Je veux dire, même si je veux pas qu'on me touche, je dis me touche pas, mais je vais pas te mettre un coup de pied. Et en plus, elle avait un bébé dans les mains, c'était l'enfer.
Et là, il y a sa belle-mère qui monte, et elle était tellement traumatisée par cette scène qu'elle a eu une nausée, elle allait vomir. Donc je voulais pas me lever, ils arrivaient pas à me faire déplacer, quoi. Et ils sont allés appeler ma tante. Et ma tante, elle est venue, elle m'a dit, viens Anna, il faut qu'on rentre. Et donc quand ma tante, elle m'a dit ça, j'ai dit d'accord. Et je me suis levée, tu vois. Et en fait, je marchais pas, mais elles m'ont soutenue comme ça sur les épaules, et elles m'ont ramenée chez moi. Le lendemain, je me réveille, c'est le jour de mon anniversaire, le 27 avril. Vraiment, je me réveille le jour de mon anniversaire. Je me suis évanouie vers 20h, 21h, je me suis réveillée vers 11h le lendemain. Et en fait, je recommence à cracher mes poumons parce que littéralement, j'avais une sorte de grippe. En fait, je m'en étais même pas rendu compte. Mes poumons étaient complètement encombrés. Mes voies respiratoires étaient bloquées par la plante qui poussait là à côté, dont personne s'occupait. Et au moment où je me réveille, je vois que les gens sont choqués. Enfin, c'était vraiment... j'ai été inconsciente du coup pendant de 20h jusqu'à 11h, quoi, 14h, 15h. Et c'était mon anniversaire, il n'y avait rien à manger chez moi. Enfin, je dis à mes sœurs, je vais commander une pizza. Et au moment où je commande la pizza, le type qui me livre la pizza, il me la donne, il me regarde et il se met à pleurer. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai pas compris. Est-ce que je faisais à ce point pitié ? Il se passait tellement de choses bizarres qu'à un moment donné, enfin, tu dis, ok, maintenant je suis censée vivre ça, d'accord, je vais le vivre. Et t'as une force en toi qui se réveille insoupçonnée, parce que tu dis, mais c'est pas possible, enfin, ça va s'arrêter quand ? Et donc là, l'histoire continue. On va en centre-ville. Et là, on arrive, on marche en centre-ville, donc dans la rue principale. Et au bout de la rue, il y a une nouvelle boutique qui a ouvert de chaussures de sport. Et donc on regarde et je dis à ma sœur, oh les Reebok classiques blanches, je les veux, ces baskets, je les veux trop. Et ma sœur elle dit, vas-y c'est moche, laisse tomber, je portais ça il y a 20 ans. Donc dans les années 90, elle était ado, moi j'étais enfant, enfin j'avais 5 ans, 6 ans, elle en avait déjà 20 presque. Et elle portait ces Reebok là, du coup je voyais ma sœur les porter, j'adorais. Et ma cousine, tu vois, qui est décédée, elle aussi elle les avait, je me rappelle parce que j'ai vu sur des photos. Et en fait, ce qui m'avait choquée, c'est que, en fait, quand ma cousine est décédée, sur les lieux de l'accident, quand il y a un accident et que la personne a perdu ses chaussures, c'est que c'est même pas la peine d'espérer qu'elle ait en vie. Et en fait, mon cousin a vu la scène, en fait, quand il est tombé sur l'accident de sa sœur, parce qu'il marchait juste derrière, et il a d'abord vu les baskets de sa sœur. Donc, en voyant les baskets, il a compris que c'était sa sœur qui avait eu un accident. Donc, le lendemain, je décide d'y retourner avec une amie. Alors, détail important, cette amie s'appelle Biljana. C'est un prénom plus ou moins commun en Serbie, Biljana. On arrive dans la boutique et donc je regarde les fameuses baskets et je les essaye avec une vendeuse super sympa. Et à un moment, je sais pas, on parle, je dis ouais, je suis avec une amie, Biljana, je lui dis tu la connais peut-être, elle travaille dans la boutique à côté, machin. Elle me dit ah non, enfin bref, on discute et à un moment donné, mon amie Biljana me dit quelque chose et je lui réponds et la vendeuse me dit elle t'a dit quoi, ta copine, elle pensait genre est-ce qu'elle t'a dit oui, prends-les. Elle me dit elle t'a dit quoi, Sania? C'est ma cousine qui est décédée en fait, c'est son prénom. Et je la regarde, je lui dis mais j'ai pas de Sania, enfin non. J'étais choquée parce qu'en achetant ces baskets, je pense à ma cousine du coup. Et je suis allée sur la tombe de ma cousine après. C'était la première fois de ma vie que j'allais sur sa tombe toute seule. Bon, après, je reviens en France. Et là, ça se stabilise vraiment, plus d'histoires étranges, tout va bien. Et je sens que voilà, retour à la norme. Et je sens que tu vois ce sentiment d'oppression de quand j'avais 6 ans, quand il y a eu les triples décès dans ma famille, quand il y a eu la guerre, quand il y a eu tout ça, plus le sentiment que j'ai eu ensuite quand il y a mon oncle qui est décédé en 2014, plus le sentiment que j'ai eu quand je me suis évanouie, ça s'estompe, tout va bien. Et là, avec mes parents, on décide d'aller voir une amie de la famille. C'est l'amie d'une amie. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment pas du tout dans le paysage habituel de notre famille et de notre entourage. Et je décide de les accompagner. Et en arrivant là-bas, je me rends compte que c'est une femme un peu spéciale. Elle est très calme, mais il y a quelque chose d'un peu étrange qui se dégage d'elle. Je sais pas, une forme de vide. Elle n'a pas une apparence effrayante ni quoi que ce soit, mais c'est plutôt dans son énergie. Tu sens qu'il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui coince, quoi. Son fils, qui était épileptique, il est mort à l'âge de 16 ans en faisant une crise d'épilepsie. En fait, il n'a pas été retrouvé à temps. Une crise d'épilepsie, tu peux avaler ta langue, en fait. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Son mari est mort quelques années après et sa fille, en fait, a décidé de partir. Elle voulait plus parler à sa mère. Et donc, cette femme, je vais chez elle avec mes parents et puis elle me pose quelques questions pour son ordinateur, pour je sais pas quoi. Donc, je discute avec elle. Et il s'avère que quelques jours après, elle rappelle ma mère en lui disant oui, tu sais, je la trouve particulièrement intelligente, ta fille. Est-ce qu'elle voudrait bien faire quelque chose pour moi? Je vais la payer, bien évidemment. En fait, j'ai écrit un livre et j'aimerais qu'elle le traduise pour moi. Elle l'a écrit en serbe et moi, il fallait que je traduise en français. Donc, elle m'explique, cette dame, qu'en fait, elle a écrit ce livre pour sa fille, pour lui expliquer certaines choses. Et comme sa fille, en fait, ne parle pas serbe, il fallait que le livre soit traduit en français. J'ai étudié pas mal de langues, donc j'adore. Moi, c'est un truc, j'étais même pas forcément pour l'argent ou quoi que ce soit. Je savais même pas combien elle allait me payer, j'ai dit oui. Et quand j'arrive, ça recommence. Je ressens ce sentiment de « ouh là là, il va se passer quelque chose de pas bien ».
Je ressens ce sentiment-là et au fur et à mesure que je reste chez elle, je me sens de moins en moins bien. Au début, c'est plus psychologique, je ressens le besoin de sortir en fait. Je me promène à Vernon, un peu partout, mais j'essaie de pas rester là. Du coup, je prends son manuscrit avec moi pour essayer de le traduire, mais au moment de traduire, j'y arrive pas en fait. Il y a un blocage qui se fait en moi, j'arrive pas à traduire, j'arrive pas. Et un jour, elle arrive et elle me dit « Tiens, est-ce que tu pourrais rajouter ça dans ta traduction ? C'est une lettre que j'ai écrite à une psychiatre pour mon mari. » Je me dis « Ok ». Donc je prends la lettre et là, j'ouvre et je lis. Et en fait, dans la lettre, elle t'explique que son mari, outre toutes les violences qu'il lui faisait subir, etc., un jour, il lui a dit « Prends ça » en lui donnant des médicaments. En lui laissant pas le choix, elle a été obligée de prendre sans savoir ce qu'elle prenait. Et quand elle s'est réveillée, il lui a expliqué que dans son sommeil, pendant qu'elle dormait, il l'a violée. Et là, au moment où je suis en train de traduire cette lettre, je commence à avoir l'épaule qui me démange. Et donc je commence à me gratter, et je vois que vraiment ça me gratte énormément. Je vais aux toilettes et je vois comme 3, 4, 5 points rouges qui apparaissent. Et au moment donc où je voulais traduire, je peux pas parce que mon épaule, elle me démange. J'arrive plus à écrire, j'ai l'épaule qui me fait mal. Je vois que je vais pas bien, je commence à me sentir oppressée, la lettre, mon épaule, la fatigue, je me sentais pas bien, je décide de rentrer, je lui demande est-ce que je peux prendre le manuscrit et je vais tranquillement chez moi le traduire et puis je te ferai pas payer au jour, tu me payeras ce que tu veux me payer à la fin, on se mettra d'accord, y a pas de souci. Elle me dit y a pas de problème, sauf que je suis à Vernon, je peux pas prendre le transport, le bateau c'était pas possible, je connaissais pas les horaires ni rien, donc j'appelle mon petit ami de l'époque qui va venir me chercher. Et là, au moment où il arrive, je m'endors, mais je perds connaissance et je m'endors, je saurais pas dire. Et en fait, j'avais une tension tellement basse qu'ils ont appelé les pompiers pour qu'ils viennent. Et quand les pompiers ils ont pris ma tension, je leur ai dit non mais c'est bon, je vais me lever, c'est bon, il y a rien. Ils m'ont dit ah non, votre tension elle est trop basse, on peut pas vous laisser marcher comme ça, vous êtes pas Jésus, vous avez pas marché sur l'eau, machin. Et donc là, ils m'emmènent à l'hôpital. Et ils me font faire des prises de sang, etc. pour voir, machin. Et ils regardent mon épaule. Et mon épaule, entre-temps, c'était plus du tout des piqûres. C'était comme si on m'avait brûlé, en fait. Et ils m'ont dit, mais vous êtes brûlé avec quoi ? J'ai dit, mais je vais pas m'amuser à me brûler l'épaule. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ce truc ? Du coup, il y avait une infirmière, une autre, un médecin. Et ils regardaient tous, ils étaient choqués. Ils me disent d'aller à tel endroit. Mais ils m'accompagnent pas. Et en fait, ils m'ont dit, allez, passez par là. Sauf qu'ils m'ont dit, en fait, t'as une espèce de petite cour centrale. Et t'as le bâtiment qui fait le tour. Je devais passer par un couloir qui passe à côté d'une cantine, à côté de je sais pas trop quoi. J'ai bien pris ce chemin et en passant, il y avait une porte et là, je ressens l'angoisse. Je sens un truc qui me prend aux tripes, une angoisse, un sentiment de froid, quelque chose de mal, de négatif. Et là, je regarde et genre la porte qui est à côté de moi, t'as un mec qui a la tête collée comme ça derrière la porte et qui me regarde. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est, voilà. Moi, je reste droite, je le regarde pas, j'essaye de faire la fille imperturbable, mais je continue et le type, je sens sa présence. Donc, je finis ce que j'ai à faire en allant au bout du couloir. Manque de bol, on me dit d'aller retourner pour chercher plus ou moins au même endroit, je sais plus, pour chercher quelque chose. Donc, je me dis non, je vais pas repasser là où il y avait le mec bizarre collé à la porte. Je vais passer par la cour, sauf que dans la cour, il y a le mec bizarre, assis, tout seul, un peu plus loin, pas vraiment, je suis pas tombée sur lui directement, mais à quelques mètres de moi. Et je sens, au moment où je passe à côté de lui, un froid, un truc, une angoisse, un sentiment de comme je sais pas, un animal qui se sent menacé par un prédateur plus grand que lui, quoi. Et là, je regarde et le mec me regarde, mais avec un sourire. Il sourit en coin et il me regarde et il me suit des yeux. Ce type-là, il était presque séduisant et beau. C'est pas un homme laid. Il avait pas une apparence qui faisait peur, au contraire. Donc il y avait rien sur son visage, sur son corps, sur sa manière d'être habillé qui faisait que j'avais peur de lui. C'était juste son énergie, ce qu'il dégageait. Et la façon dont il me regardait. Et là, c'est la première fois de ma vie, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que ce type, s'il peut, mais genre, il me découpe en morceaux, littéralement. C'était pas possible. Et là, je reviens. Et j'entends des gens qui étaient à l'hôpital, je sais pas si c'était des patients ou quoi, qui disent « Ouais, t'as vu, ils ont ramené un tueur et tout. T'as vu, c'est un mec... » En fait, il était passé en section psychiatrie, donc j'étais passée en fait à côté, là où le chemin que j'ai pris, c'était à côté de la psychiatrie. Et en fait, il était venu juste, il a fait une sorte de transfert de prison, je sais pas quoi, et apparemment c'était un tueur en série ou un truc comme ça. Je pense que des fois, il y a des circonstances de vie qui font que on se retrouve dans des situations plus ou moins compliquées et qu'il y a toujours des choses qui nous dépassent. Pour moi, il y a un juste milieu entre être dans le déni total et dans le mystique à fond. Je pense que moi, j'essaie d'être dans ce milieu-là. Me dire oui, ça peut exister, mais je veux pas en faire mon quotidien. Et aussi avoir un peu confiance et me dire que je suis peut-être aussi protégée un petit peu.
parce que quand même, j'aurais pu... ce qui s'est passé quand j'ai perdu connaissance, pour moi, c'était ce que j'ai vécu, c'était un truc où je m'approchais de la mort, en fait. Tu vois plus les couleurs, t'arrives plus... Je sentais plus mes poumons, tu vois, je sentais plus mes fonctions vitales. J'avançais comme une enveloppe vide. C'est comme si mon âme et mon corps s'étaient séparés, qu'il n'y avait plus d'âme, elle était partie. Et mon corps, lui, il tenait encore un peu. Je suis jamais tout le temps complètement dedans, mais je laisse toutes les portes ouvertes. Tout peut arriver, tout peut être possible. Donc je pense que j'ai une certaine ouverture d'esprit. Sans m'engouffrer littéralement dans quelque chose, je laisse la possibilité d'y croire, en fait. Nous voilà arrivés au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, venez nous raconter votre histoire et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Tatiana Benamou, mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.